Ok. Bonjour Stéphanie. Bonjour Marion. Écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté. Moi aussi. Merci beaucoup de m'accueillir. Avec plaisir. Donc, tu es la créatrice et fondatrice de la société AMSA, qui est spécialisée dans le consulting de marketing digital, de communication multicanal et aussi donc de tout ce qui est projet de création et refonte de sites web que tu peux faire au niveau du marketing. Tout à fait, ça fait partie des tâches. En fait, si on globalise, on va dire, c'est le concept de service marketing externalisé pour les petites structures qui évoluent en cosmétique. Voilà. C'est très bien. Et justement, aujourd'hui, on va parler avec toi de comment on peut insuffler de l'émotion en cosmétique. Comment on peut faire? Dis-nous tout, Stéphanie. Effectivement, en plus, on ne peut pas dire que émotion et cosmétique ne soient pas intimement liés. Et c'est vraiment, on a pu constater quand même toutes ces dernières années, je dirais même ces dernières décennies, l'impact des neurosciences sur cette connaissance des émotions et notamment leurs mesures au niveau de l'impact positif lié à l'utilisation de produits cosmétiques. Donc, il y a vraiment des choses passionnantes à dire sur ce sujet-là. Alors après, moi, je ne vais pas aller sur le terrain des neurosciences, je vais rester dans ma sphère plutôt marketing, et je trouve que c'est intéressant de pouvoir aussi évoquer cet aspect-là. Et puis, au niveau du marketing émotionnel, je te remercie de me faire intervenir sur ce sujet-là parce que c'est important, je pense. Il y a pu avoir une mauvaise presse parce qu'effectivement, qui dit marketing émotionnel dit aussi connaissance des émotions, et il y a pu avoir certaines dérives dans la manipulation des émotions en utilisant notamment l'émotion de la peur. Et notamment en cosmétique, on a pu voir avec certaines marques qui communiquent sur l'absence d'ingrédients, etc. Donc voilà, j'avais envie de parler de marketing éthique, de valeur et d'authenticité lors de cet entretien entre nous. Voilà. Alors pourquoi c'est important? Parce que selon certaines études, il est établi que près de 70% de nos actes d'achat, voire plus pour certains, seraient conditionnés par nos émotions. Donc, ce n'est pas notre cerveau gauche, le cerveau de la raison qui fonctionne, c'est vraiment le cerveau droit et l'émotion qui fait que, voilà, on va pouvoir procéder à l'acte d'achat. Même si on pense, excuse-moi de te couper, même si on pense qu'on fait un achat raisonné, en fait, c'est un achat émotionnel. Tout à fait. Qui est régi à 70 ou 85%, ça dépend des personnes, mais qui serait régi principalement aussi par nos émotions. Alors justement, qu'est-ce qui va créer une émotion? Ça, c'est intéressant de le voir. Peut-être qu'on peut commencer par définir ce qu'est une émotion. Bon, on le sait tous intuitivement, parce qu'elles nous régissent tous finalement. Mais pour citer les principales émotions, on va dire il y a 6 émotions de base qui sont, pas jolies, la colère, la tristesse, le dégoût, au niveau, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? La joie. Alors, je voulais terminer par la joie, parce que finalement, il n'y a qu'une seule émotion positive. C'est vrai que c'est étonnant. Donc, on a tristesse, colère, peur, dégoût, surprise qui peut quand même confiner à une émotion positive. Et la dernière, c'est la joie. Donc, voilà. Et après, on a beaucoup de ce qu'on appelle des émotions secondaires qui vont venir, qui sont des dérives un petit peu des émotions principales. Ce que je te propose, si tu es d'accord, c'est peut-être qu'on appréhende tout le cycle de vie, de conception d'un produit cosmétique. Alors, je parle de produits cosmétiques, là, on est plutôt sur une com en B2C, mais finalement, ça peut tout à fait aussi, le marketing émotionnel peut être utilisé en B2B. On ne va juste pas activer les mêmes leviers de communication, mais on est sur la même logique. Parce que c'est quoi le marketing émotionnel? Maintenant qu'on a défini les émotions, c'est ce marketing qui va justement viser à connaître, utiliser les émotions, mais utiliser au sens noble du terme, comme j'ai pu te le dire précédemment, en tout cas dans ma conception. Et le but, c'est de créer une expérience mémorable, finalement. Voilà, c'est que ton client, il se souvienne qu'avec toi, ça se passe comme ça, avec ta marque, avec ton entreprise, il y a quelque chose qui se passe. Vraiment une expérience. C'est d'avoir une expérience et de vivre une expérience. Tout à fait. D'ailleurs, c'est l'autre nom du marketing émotionnel. On parle de marketing expérientiel aussi. Et tiens, j'en profite pour dire que marketing sensoriel et marketing émotionnel ne sont pas exactement synonymes. Parce que parfois, moi, on a pu me solliciter pour me demander la différence. Je dirais que le marketing sensoriel, donc marketing des sens,
et ce serait plutôt une composante du marketing émotionnel. Parce qu'effectivement, pour créer une émotion, elle va souvent être suscitée par le sens de l'odorat, le toucher, la vue, pourquoi pas l'ouïe sur un concept auditif. Voilà. Donc, marketing sensoriel, composante du marketing émotionnel. On commence par le concept à ce moment-là, du produit cosmétique ou de la genèse de, pourquoi pas, d'une marque de cosmétiques aussi. Hein, tout peut se traduire à ce niveau-là. Alors, au niveau du concept, est-ce que tu connais Simon Sinek, le concept du Golden Circle? Voilà. Donc, je pense que c'est important. Voilà, c'est ça, le why. C'est hyper important. Alors, je le fais en un petit résumé en substance pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Il y a une vidéo très bien faite sur YouTube qui explique. Donc, en fait, Simon Sinek part du principe que toutes les entreprises savent qu'elles vendent. La plupart savent comment le vendre, mais très peu, et vraiment très, très peu, savent pourquoi elles le vendent. Et en fait, ce pourquoi, pour lui, est fondamental parce que finalement, ça va être un peu le carburant, le charbon, le feu sacré qu'on a au fond de soi, de ses tripes, qui va faire qu'on va créer son entreprise ou alors qu'on va créer une marque qui va vraiment défendre des valeurs fortes. Donc ça, c'est un premier, je pense, levier pour commencer à s'inscrire dans une démarche émotionnelle. Ensuite, en deuxième petit outil, il y en a plein d'autres, mais là, on fait une petite synthèse rapide lors de cet échange, mais je trouvais que la carte d'empathie pouvait être aussi intéressante, notamment dans la connaissance du consommateur, connaissance de sa cible, parce que quand on va lancer un nouveau concept, évidemment, il va falloir quand même savoir à qui on s'adresse, le marché, et puis les personas, les fameux personas, qui sont ces représentations fictives de sa cible marketing. Voilà. Qu'est-ce que tu entends justement par les personas et cette carte d'empathie pour que les auditeurs comprennent bien? Donc, c'est un... Alors, le persona, c'est pas forcément facile à faire. Hein. On a une cible globale. Par exemple, je lance ma marque cosmétique et je veux cibler les femmes de tel âge qui sont plutôt, on va dire, citadines. Je dis ça comme ça. Mais dans ces femmes-là, on ne se ressemble pas toutes. Il y en a qui vont avoir je ne sais pas, qui vont être préoccupées par le fait que le produit doit être efficace. D'autres qui vont plutôt être sensibles à la composition du produit. D'autres qui vont avoir besoin, je ne sais pas, qu'on appréhende aussi l'estime de soi. Parce qu'on est dans l'émotion, je commence à introduire aussi ces concepts-là. Tout ça va falloir, au fur et à mesure des échanges que vous pourrez avoir avec votre cible, vous pourrez les définir, donc les incarner. Et là, c'est ce qu'on appelle les personas. Donc, on va dire, il y a Marion qui a tel âge, qui vit à tel endroit, qui a tant d'enfants, elle fait tel boulot, et puis concrètement, voilà ses attentes. La carte d'empathie, ça aide vraiment à construire son personnage parce qu'on va s'intéresser, on va faire preuve d'empathie, justement. Et donc, pour comprendre ce que la personne voit, ce que la personne entend, mais surtout aussi ce qu'elle perçoit, les freins qu'elle peut connaître dans son quotidien, ses motivations profondes. Et donc, en fait, de cette connaissance de votre cible, de la cible, ça permet vraiment d'adopter un discours qui devient pertinent. Parce que forcément, si moi je te cible, que tu n'es pas du tout sensible à, je ne sais pas moi, à la composition du produit et que je te parle que de ça, forcément, ça va matcher. Donc voilà, déjà, ces premiers éléments sont importants quand on commence à réfléchir à son concept, on fait ses focus group, etc. Je pense que c'est donné à appréhender. Après, on peut passer à la partie vraiment produit et notamment à la formulation. Forcément, on va penser aux actifs qu'on va mettre dans son produit cosmétique. On va aussi introduire dedans la galénique. C'est vrai qu'il y a des produits hyper sympas qui se transforment, même à l'application, l'herbe qui s'écrase à l'application. Du coup, ça fait une lotion. Enfin, il y a des choses ludiques qui peuvent être mises en place. L'importance des fragrances, on sait combien l'option a un rôle très, très important et notamment dans le transport d'un univers, on va dire. C'est vrai, émotions, parfums sont intimement liés. C'est hyper intéressant de le voir. Tu vois, j'ai une étude du CODES, alors c'est un petit peu différent. Il y a quelques années, ils avaient fait... c'était un reportage sur la maladie d'Alzheimer, justement, et ils remontaient... Alors, je suis petite, un petit aparté, mais ils aidaient à soigner, enfin, pas à soigner, mais en fait, ils arrivaient à entrer en interaction avec des personnes qui étaient atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et en fait, la personne va s'éveiller en sentant une fragrance étrange.
elle se souvenait de son enfance, il y avait plein de souvenirs, on sentait qu'elle revivait quelque chose et voilà, bon, c'était une petite aparté, rien à voir, mais C'est important d'utiliser l'aromacologie ou des choses comme ça qui permettent de travailler sur les émotions avec complètement. Ah ouais, complètement. C'est vraiment intéressant. Il y a certaines marques de cosmétiques justement qui utilisent l'importance du sens olfactif justement apporter des bénéfices notamment au niveau du bien-être. Donc tout à fait pertinent. Bref, tout ça pour expliquer une formulation, même au niveau du packaging, là on va travailler aussi sur le marketing sensoriel. Les notions apportent une connaissance vraiment importante. On voit que c'est un sujet qui est dense parce que la SFC avait fait des journées sur peau et émotion. Il y a eu le concours cosmétique et sensory qui était sur la thématique justement des sens et d'émotions. Là, le dernier Cosmine, plusieurs conférences sur la thématique pareil des émotions. Donc, on voit bien l'apport des neurosciences. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue de Patrice Bellon là, sur LinkedIn. Il a fait une vidéo pour expliquer justement l'impact des neurosciences et cette connaissance dans les émotions et justement l'impact au niveau cérébral. Voilà, donc il y a plein de belles choses qui sont possibles de mesurer. Tu vois, moi, avant, je travaillais pour un laboratoire d'évaluation de l'efficacité de produits cosmétiques et donc on mettait en place des protocoles justement qui visaient à mesurer l'impact des émotions positives liées à l'usage d'un produit cosmétique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, quand on utilise ce genre de protocole, tu dois avoir 3 composantes qui rentrent en compte, viscérale, comportementale et subjective. Alors, ce n'est pas moi qui en parlerai mieux, il y a des spécialistes, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que suite à l'usage d'un produit cosmétique, par exemple, on peut constater une évolution sur ta prosodie, c'est la fréquence vocale, sur ta mydriase, c'est la dilatation de la pupille. On va pouvoir mesurer ton rythme cardiaque. À une époque, on faisait du dosage de cortisol salivaire aussi. On peut aller jusqu'à des tests subjectifs, des tests d'estime de soi. Donc, c'est quand même hyper intéressant. Et on s'inscrivait complètement, tu sais, dans cette tendance pro-âge à un moment donné qui consistait à parler du bien vieillir, donc à cette acceptation du temps et du coup, du fait de se sentir bien dans sa peau en vieillissant. Donc, ça, c'est quelque part, par la suite, une appréhension, une intégration de la connaissance des émotions qui se traduit au niveau du produit cosmétique. Donc, d'un point de vue purement scientifique, pour concrétiser, enfin, pour conclure les propos que je viens de tenir, l'idée, c'est vraiment de te dire que d'un point de vue scientifique, tu peux mesurer l'impact d'une émotion. Donc, ça, c'est au niveau vraiment conception, enfin, au niveau du produit pur en lui-même. Après, ce qui me semble intéressant aussi, c'est d'aller encore plus loin et de traduire cette émotion, de l'insuffler aussi au niveau de la communication. Donc, communication, on va souvent penser à tout ce qui est print, enfin, les communications dans les campagnes de presse. On a toujours tous vu des très belles publicités voilà, dans les magazines ou alors dans le métro ou autre. Mais il faut savoir aussi que cette émotion, on peut la transmettre dans la communication digitale. Donc, c'est ce qu'on va traduire, ce qu'on va appeler le storytelling. On va pouvoir l'insuffler sur différents supports. Tu vois, je pense au site Internet, par exemple. C'est hyper intéressant. Et souvent, ce que je peux constater, c'est que parfois, on oublie d'insuffler ce petit supplément d'âme. On pense à son site. Alors, ce qui est compliqué avec un site Internet, c'est qu'il faut penser à la fois technicité pour qu'il soit bien référencé. Donc, il faut utiliser les bons mots-clés, il faut travailler en ce sens, mais il faut réussir aussi à insuffler l'âme de l'entreprise. Et ça, c'est très important à mon sens, et c'est possible de le faire, tout en conservant évidemment les spécificités techniques pour que finalement le site aussi soit tout à fait pertinent. Tu vois, par exemple, on peut aussi, pour moi, l'ergonomie utilisateur est fondamentale. Si tu arrives sur un site que tu as travaillé, tu as une belle histoire, tu as un bon concept, tu as un chouette produit, mais tu ne peux pas l'acheter,
c'est complètement aberrant. Tu ne peux pas l'acheter parce que l'utilisateur se perd sur le site, ce n'est pas du tout fonctionnel, il ne navigue pas bien, il y a un point de contraste entre la couleur de la typo et le fond, tu ne sais pas où cliquer. Enfin, tu vois, c'est des choses aussi qui, pour moi, font partie de l'expérience utilisateur et qui vont pouvoir contribuer à rendre mémorable l'expérience avec la marque. Ouais, voilà, à faire vivre une émotion aussi quand tu vas voir le site et acheter la marque, en fait, quand tu veux acheter Exactement. sur le site. Exactement. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par insuffler aussi cette émotion du produit au travers de la communication? C'est au travers du storytelling. Qu'est-ce que tu entends par là? Ouais, tout à fait, tout à fait. Oui, une marque, comment dire, les valeurs de la marque, à mon sens, tu vas adopter un certain champ lexical. Tu as une sémantique particulière, en fait, quand tu vas communiquer. Et, c'est important de pouvoir aussi le retraduire et toujours faire preuve d'empathie. Tu sais, cette carte d'empathie, finalement, tu peux l'utiliser à tous les niveaux. Il n'y a pas qu'au niveau du concept, tu peux l'utiliser quand tu construis ton site internet, c'est toujours important. Le why, on va le retrouver au niveau de ce qu'on appelle l'USP sur ton site. Quand j'arrive sur ton site, je dois immédiatement savoir de quoi tu parles et en quoi tu es différenciante. L'USP, c'est l'Unique Selling Proposition. Excusez l'accent, mais voilà, l'idée, c'est ça. J'arrive sur un site, je sais de quoi on va me parler, quelle est la spécificité de ce produit. Et ça, c'est important. Ça contribue à être différenciant parce qu'on sait très bien que le marché de la cosmétique est quand même hyper concurrentiel, très compliqué. Il y a combien de nouveaux entrants chaque année sur ce marché, plus l'existant. Je pense que c'est vraiment important de le traduire à ce niveau-là. Donc là, pour répondre à ta question, oui, je pense que le storytelling est hyper important aussi sur le site internet, que tu vas aussi traduire sur tes réseaux sociaux, par les légendes. Quand tu écris un post, il y a une tournure, comment dire, il y a des tournures de phrases, il y a des mots qui vont ressortir, il y a une sensibilité qui va se faire ressentir. Alors, je parle de sensibilité, mais ça peut être aussi de l'humour. Après tout, l'humour, si on crée de la joie, si on crée des sourires, enfin, tu vois, je pense, rien à voir avec le cosmétique, mais Michel Augustin, voilà, tu te marres, tu lis les produits, tu lis ce qu'il y a derrière sur les packaging, tu as le smile. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est hyper important. Et ça, pourquoi pas avoir une marque de cosmétique aussi qui soit à fond dans le ludique et qui propose des choses où finalement les gens se marrent. Et c'est bien, c'est positif. Donc, je te parlais du site internet. On va aussi pouvoir traduire cette émotion au niveau des réseaux sociaux. Donc, voilà, au niveau des légendes, au niveau des visuels, et puis au niveau de l'engagement qu'on va pouvoir créer aussi avec les personnes en privé. Le but, de toute façon, c'est que c'est pour favoriser aussi. On sait très bien que l'algorithme des réseaux sociaux privilégie l'interaction. Donc, c'est hyper important de pouvoir échanger, de répondre aux commentaires, d'avoir des messages en privé. Mais tu vois, au-delà de ça, je pense que ce qui est important, c'est d'incarner sa marque, que les gens comprennent qu'il y a quelqu'un derrière, que ce n'est pas uniquement des mots. C'est que voilà, il y a de l'humain derrière. Et ça, c'est, à mon sens, fondamental. Et puis, autre levier qui peut être intéressant au niveau du digital, ce sont les newsletters. Newsletters, on peut dire plein de choses. Encore? C'est très... C'est encore vraiment... moi, j'en suis convaincue, mais peut-être pas une newsletter, tu sais, promotionnelle, basique, où j'envoie mes produits, promo de Noël, voilà, tel prix et tout. Non, je pense à des newsletters un peu storytelling, où vraiment on va raconter un peu une histoire, on peut prendre, je sais pas, des cas de la vraie vie, parler de l'apport de sa marque, de montrer ce qui anime le créateur de la marque en question. Enfin, il y a plein de belles choses à raconter par newsletter. Et pourquoi je conseille d'avoir aussi des newsletters, tout simplement, c'est que elle t'appartient. Les contacts que tu obtiens, ils sont à toi. Alors que les réseaux sociaux, tu es dépendant d'un tiers, Facebook, Instagram, LinkedIn. Demain, il y a une panne, comment connaître Instagram, tu perds tout. C'est un peu compliqué, tu te fais pirater ton compte, tu perds tout. Donc l'idée, c'est à chaque fois sur les réseaux sociaux d'envoyer ce qu'on appelle les call to action, de régulièrement faire en sorte de renvoyer vers une newsletter pour pouvoir justement que ces contacts
finalement soient de plus en plus personnalisés. Les réseaux sociaux sont un axe de communication, c'est important de les avoir, mais pas seulement, vraiment pas. Hein. C'est dangereux même. Hein. Donc, il faut vraiment mettre une stratégie qui permet par la suite de récupérer ses adresses mail pour pouvoir avoir son propre fichier client. Et en plus, on améliore sa connaissance, parce que forcément, vous créez déjà un premier lien, vous pouvez du coup avoir des échanges de plus en plus personnalisés. Parce que l'idée de la newsletter, c'est après de segmenter son fichier derrière et d'envoyer à chaque fois un message de plus en plus précis, de plus en plus affiné. Et puis... c'est quand même très long hein, de mettre tout ça en place. Ouais, ça prend du temps. Et puis parfois, on oublie. Pardon ? C'est quelque chose, une communication qui prend du temps et qui met du temps à mettre en place et avoir des résultats, j'imagine quand même, avoir des fruits de ce lot. À moins d'avoir le coup de buzz qui fait que, ou alors tu pars déjà avec une communauté importante. Tu vois, je pense, on a beaucoup parlé du cas de Respire. Et on ne peut que saluer la réussite de Justine Hutton, c'est son associé. C'est beau ce qu'ils ont fait, mais Justine, elle est déjà partie. Elle avait une communauté de 20 000 abonnés. Elle avait commencé à créer quelque chose. Après, ils ont mis en place des campagnes de crowdfunding. Ils ont commencé, tu vois, à vraiment créer une communauté tout doucement. Et avec des gens, des vrais fans, on va dire. C'est pas parti du néant non plus. Sinon, c'est vrai que... communication quand même aussi avec ses consommateurs, avec ses clients, là, une vraie... Tout à fait. Avec eux, en tout cas. Tout à fait. Il y a une vraie interaction, il y a un capital sympathique qui est hyper fort. Moi, je dirais la seule erreur de communication de Justine qu'elle a pu faire à un moment donné, et c'est pour ça qu'on lui a un peu tous tombé sur le dos, surtout nous en cosmétique, c'était le fait qu'elle ait positionné son déo comme le premier déodorant naturel. Donc là, ça n'a pas plu parce que bon, c'était pas la réalité. Mais sinon, au-delà de ça, moi, je veux dire, en tant que personne du marketing, je ne peux qu'être admirative de ce qui a été fait. Voilà, c'est chouette. C'est une très jolie marque. Et puis, elle crée l'engagement et ça, c'est fort. Et tu vois, pour animer quand même plusieurs réseaux sociaux de mes clients, c'est pas simple. Hein. C'est pas si simple. Tu es une marque noyée parmi tant d'autres, donc c'est compliqué d'être différenciant comme ça. Et il y a un point aussi que je trouve très important, c'est le customer care. Et quand je dis ça, c'est pas uniquement... c'est ce que j'appelle l'expérience chouchoutage client. Et pour moi, ça fait partie de l'expérience. C'est-à-dire que ton client, à partir du moment où ton prospect, hein, parce que ça part dès l'étape de la prospection, finalement, cette personne, il faut arriver à la capter. Et c'est comme si c'était plein de petites attentions que tu allais divulguer tout au long de son expérience client. Alors, ça va être, je ne sais pas, par exemple... elle va acheter ton produit sur le site, ça va être lui envoyer un petit mot, pourquoi pas personnalisé, avec je ne sais pas, la possibilité d'avoir peut-être un échantillon par la suite, ou alors de lui proposer quelque chose, une expérience particulière, quelque chose qui déclenche un sourire, par exemple. Ça peut être vraiment très intéressant et très, très positif. Tu commences à créer un lien. Après, tout au long du parcours, on imagine que parfois, il peut y avoir des difficultés aussi quand tu passes une commande, je ne sais pas, un problème de livraison. Ça arrive à tout le monde. Et ça, c'est hyper important d'y accorder l'attention. Tu vois, en travaillant sur de la réactivité, sur des mots gentils, sur... ce qui fait que Marion, elle est unique, ce n'est pas une consommatrice lambda. Et ça, je pense que c'est important. Et même si on rencontre un problème un jour avec un client, je crois que le plus important, c'est toujours d'apporter une réponse à ce client. L'insatisfaction, elle va naître du fait que le client n'a pas eu de réponse escomptée, n'a pas eu la réponse escomptée, en fait. C'est ça le souci. Et je ne sais pas, moi, c'est prendre... tu vois, je vais penser en B2B, par exemple. Tu as commencé à avoir un contact. Peut-être que si tu entends une information qui est intéressante sur un sujet, tu peux lui partager, même si ce n'est pas encore ton client. Pourquoi pas? Ça fait partie du fait d'avoir des attentions et de montrer que cette personne-là, voilà, elle compte pour toi. Et je pense que la prochaine fois, elle pensera à toi si elle a un besoin. Son premier réflexe, ce sera de penser à Marion plutôt que penser à Stéphanie, par exemple, sur un besoin de service. Voilà, pour le moment.
justement, c'est intéressant de voir que c'est vraiment un vrai cheminement de A à Z, c'est-à-dire même de la conception vraiment au tout début de penser aux émotions avec aussi la carte d'empathie pour bien connaître son consommateur et qui sa cible en fait vraiment, son pourquoi, sa cible, qui on veut toucher, de vraiment penser le produit, conception de produit, autant formulation, donc galénique, que matière active, que actif et que parfum, vraiment avoir une vraie expérience aussi au niveau du produit, une expérience aussi avec le packaging, évidemment, parce que on va toucher le produit, donc c'est important d'avoir une vraie expérience de vue, enfin Ouais. une expérience avec le produit. Ensuite aussi une expérience au niveau de la communication que tu dis vraiment de traduire voilà, ces émotions à travers la communication, autant ça peut être un site web que aussi en magasin, et aussi vraiment aller jusqu'au bout de du cercle de vie du produit, c'est-à-dire aussi le customer care que tu dis après, le SAV, entre guillemets, aller jusqu'au bout et être présent jusqu'au bout parce qu'il faut toujours communiquer avec ce consommateur dès le début jusqu'à la fin et même pendant quand il utilise son produit en fait. Ah oui, complètement. Et tu vois, le customer care, c'est même en amont du SAV. C'est même dès le premier contact avec la marque. Tu vas vraiment le traduire à chaque étape. Même dans tes newsletters, en fait, aux soins apportés. En plus, le soin, ça va bien avec la cosmétique customer care, je trouve. Et vraiment, c'est de pouvoir euh, à chaque étape te dire que ton client, là, derrière, il y a quelqu'un derrière son écran, il y a quelqu'un qui va lire ta newsletter et cette personne-là, elle est unique. Et donc, il faut qu'elle se souvienne de toi pour une raison ou pour une autre, hein, mais il ne faut pas faut pas susciter de l'indifférence, on va dire. Et tu vois, tout à l'heure, là, tu as parlé de la boutique, c'est un point dont je voulais te parler et que je n'ai pas encore abordé. L'expérience en magasin aussi, elle est fondamentale. Donc, c'est vrai que les marques en général l'ont bien compris. Tu as une belle boutique, ça sent bon. Euh, c'est vrai que les produits sont bien agencés. Mais tu vois, souvent, je pense qu'il y a un point qui est encore peut-être à améliorer, c'est l'humain. Mm. L'importance de l'humain, l'importance, alors on va le dire en B2C par rapport, par exemple, je ne sais pas, un conseiller de vente, une conseillère de vente en boutique, il faut vraiment, elle incarne les valeurs de l'entreprise. Et combien de fois tu arrives en magasin où voilà, l'accueil n'est pas forcément au rendez-vous, le conseil n'est pas au rendez-vous, c'est vraiment déplorable parce que pour moi, c'est presque le plus important. Je ne crois pas au digital pur. Hein. Pour moi, digital, et je crois au figital, on va dire. Je pense que c'est compliqué de se créer uniquement en virtuel. On a vraiment besoin de contact Ah oui, réel, de pouvoir toucher le produit. on a des contacts humains. Mais c'est vrai que le fait d'avoir cette expérience digitale avec, je pense, les sites en ligne où on peut acheter, va révolutionner en fait l'expérience en boutique. Parce que si on vient vraiment en boutique à essayer ou acheter un produit, c'est qu'on veut vivre aussi quelque chose là-bas en fait. On veut avoir plus que ce qu'on a aujourd'hui quand on achète en ligne, où c'est un Ouais, peu ouais. même son expérience sur un site, c'est que ça reste quand même un achat un peu froid, quoi, on va dire. Alors, Bien sûr, on a envie de quelque c'est chose. pratique. Ouais. C'est pratique. Puis c'est vrai que là, avec le Covid, ça a explosé. Mais, je pense que on a besoin, on a toujours besoin, alors moi je vais parler peut-être en mon nom, mais je ne suis pas la seule comme ça, on a besoin de ce côté conseil en magasin, de voir le produit. Et du coup, l'humain est vraiment important. Et si je fais un parallèle avec le B2B, c'est la même chose. Une entreprise est incarnée par ses salariés, par ses équipes. Donc en fait, quelque part, cette émotion elle va pouvoir aussi se traduire par la sympathie de l'équipe, le fait que les gens soient réactifs, qu'ils soient prêts vraiment à vous proposer le meilleur service. Enfin, tu vois, c'est des choses qui pour moi sont hyper importantes et qui ne sont pas forcément encore, qui sont pas encore suffisamment valorisées à mon sens. Mm, mm. Tout à fait. Après, bon, il y a un biais, parce que je crois beaucoup en l'humain et à son importance, mais je crois quand même que ça joue et tu travailles aussi avec des gens. Enfin, je veux dire, voilà, on en a besoin. On en a besoin, même si tu as une super belle entreprise. Tu vois, je vais prendre l'exemple
je ne sais pas si tu as entendu parler de Louis Tu. Il y a eu un scandale, ça va faire presque un an maintenant, par rapport à ça, parce que je vais faire le lien du coup vers l'authenticité et cette importance. Quand tu prônes des valeurs, quand tu as une très belle stratégie marketing, que tu vas, admettons là pour le cas de ces bijoux, c'était promouvoir le Made in France. Et que finalement, on apprend que tes bijoux sont faits en Asie, que tu as juste ton fermoir qui est posé en France, que après les langues se délient, que les équipes commencent à dire des choses très négatives sur la personne qui a créé l'entreprise. Tu vois, et ben là, tout s'effondre. Et tu vois, je regardais il n'y a encore pas très longtemps les commentaires. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Ils ont perdu des milliers d'abonnés en l'espace d'une journée, les critiques sur les réseaux sociaux. Et en fait, les gens ont été déçus parce qu'ils se sont sentis trahis. Donc, c'est ça qui est important. C'est quand tu mets en place une démarche avec des valeurs fortes, il faut être sincère, il faut les incarner jusqu'au bout. Et tu vois, comme quoi le management aussi rentre en compte dans cette perception de valeur, dans cette perception de l'éthique. C'est hyper important. Ouais, c'est la transparence authentique et sincère. Ouais, Sinon, ça casse. tout à fait. Et ça tue la marque, le lien qu'on peut avoir en tout cas avec son client. C'est ça, c'est ça. Pour ça, je ne suis pas très fan. On parle beaucoup de greenwashing en ce moment, effectivement. On parle beaucoup de... Des fois, je vois de greenwashing. Tu sais, toutes ces entreprises qui s'achètent parce qu'en ce moment, ça fait bien d'être sur le courant du naturel, etc. Toutes ces marques qui vont redorer un peu leur blason en faisant des choses, mais qui ne sont pas forcément authentiques. J'aime pas ça. Ça manque d'authenticité et pour le coup, je trouve ça plutôt dommageable. Oui, autant pour tout le monde en fait. Toutes les marques qui utilisent ça parce que ça fait, c'est plutôt confusant que aidant pour le consommateur au final. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Super en tout cas. Merci Stéphanie pour cette belle boucle sur justement comment insuffler de l'émotion en cosmétique, mais vraiment depuis le début jusqu'à la fin. C'est une belle boucle pour montrer qu'il est important aujourd'hui, quoi qu'il arrive, de toujours penser à son consommateur et d'insuffler cette émotion jusqu'au bout. Et du coup, juste pour conclure, tu connais la citation Maya Angelou. Je l'adore. En fait, je l'ai mise aussi sur ma carte de visite. Je trouve qu'elle est très belle. C'est les gens oublient ce que nous disons ou faisons, mais ils n'oublient jamais ce que nous leur faisons ressentir. Et je trouve que c'est très vrai. C'est vrai, non mais tout à fait. En tout cas, j'ai passé un très bon moment et je n'oublierai pas avec toi. Ça me rassure. Moi non plus. Hein. Merci beaucoup en tout cas Stéphanie. Comment on fait? Alors si on veut te contacter toi ou Amsa, comment on fait pour avoir plus d'informations? Alors là où je suis le plus active, c'est sur LinkedIn. J'essaie de communiquer régulièrement. Et puis sinon, on peut aller sur mon site internet amsaconseil.fr. Super. Écoute, un grand merci Stéphanie. Je te souhaite une bonne continuation et à bientôt pour de nouvelles expériences, en tout cas de marketing émotionnel. Merci beaucoup. Merci Marion. Au revoir.